Définition du mot zombie. Cadavre animé qui se nourrit de la chair des vivants. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi je démarre cette vidéo dans une ambiance à la Walking Dead. Mais si je vous disais que, sans le savoir, vous faites peut-être vous-même partie d'une armée de morts-vivants. Oui, alors que vous êtes tranquillement assis au fond de votre canapé, votre esprit se promène dans les limbes, et vous n'êtes en fait plus qu'une enveloppe de peau en putréfaction, vide et sans âme. D'ailleurs, il y a de grandes chances que votre entourage, vos parents, vos amis et même vos enfants, aient aussi été zombifiés en secret. Ça vous paraît fou? Eh bien, dites-vous qu'aux États-Unis, il existe une femme pour qui cette théorie est tout sauf farfelue. D'ailleurs, elle se sent même investie de la mission d'éradiquer cette menace pour l'humanité. Vous allez vite comprendre et surtout, vous allez devoir vous accrocher, car l'histoire que je m'apprête à vous raconter risque bien de flirter avec les sommets de la folie. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, pas encore zombifié, et je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle affaire criminelle de malade. Mais juste avant, si vous voulez m'aider un petit peu, vous pouvez vous abonner, c'est juste là. En plus, vous ne manquerez aucune des vidéos à venir comme ça. C'est parti. Tout commence par la naissance d'une magnifique fille au mois de juin 1973 à Loma Linda, en Californie. Lori Noreen Cox, la petite poupée blonde que tout le monde admire déjà pour son visage d'ange et son adorable sourire, est la troisième d'une famille de 4 enfants. La fratrie se compose donc d'Adam, l'aîné, Alex, le second garçon, puis Lori, et sa petite sœur, Summer, née 2 ans après elle. Pour les parents, Barry et Janice Cox, la famille représente tout. Ils sont donc plus que comblés par la présence de leurs 4 enfants, avec qui ils tissent de tendres et merveilleux souvenirs. Fait de rire et de joie. À vrai dire, rien ne semble sortir de l'ordinaire chez les Cox. Bon, si ce ne sont peut-être ces anciens démêlés que Barry et Janice ont eu avec la justice quelques années plus tôt. Un petit peu de prison quoi, rien de grave. Il y a des gens bien pires, hein, les banquiers par exemple. Bref, à l'époque, le couple qui adhère alors à l'idéologie du citoyen souverain est en effet fermement opposé à l'impôt fédéral. Pour faire court, les adeptes de ce mouvement né en 1970 dans les milieux survivalistes et d'extrême droite rejetaient en bloc la légitimité du gouvernement fédéral ainsi que ses lois, se considérant comme opprimés par ces derniers. Résultat, Barry, le père, a écopé d'une condamnation à plus de 300 jours de prison pour avoir fait une fausse déclaration à l'IRS, l'agence gouvernementale chargée de la collecte des impôts. Franchement, c'est un crime qu'on accepte de pardonner sur cette chaîne. Barry et Janice sont donc des personnes aux convictions affirmées. Et cela vaut aussi dans le domaine religieux. Membres de l'Église des Saints des Derniers Jours, toute la famille est en effet bercée par les enseignements du livre sacré des Mormons. L'un des enfants Cox est d'ailleurs particulièrement sensible à la foi de ses parents. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Lori. À un âge pourtant très jeune, bien avant ses 10 ans, la fillette se montre très émue et extrêmement attentive lorsque son père lui enseigne leurs préceptes religieux. Ses moments préférés de la journée sont ceux où l'on parle de spiritualité, de Jésus-Christ et des écrits sacrés. Cette foi indéfectible ne la quitte ni lorsqu'elle fait sa première rentrée à l'école, ni même pendant ses années lycée, durant lesquelles elle se met en couple avec l'un de ses camarades de classe. Lori épouse son petit ami à 19 ans tout juste, mais elle divorce très peu de temps après. Finalement, elle se remarie avec un autre homme 3 ans plus tard, et devient mère de son premier enfant dans la foulée, un petit garçon, qu'elle nomme Colby. Seulement, là encore, le mariage ne dure guère plus de quelques mois. Cette seconde union se solde elle aussi par un divorce en 1998. À seulement 25 ans, voilà donc la jeune femme divorcée 2 fois et mère célibataire. Pour s'en sortir, elle peut évidemment compter sur le soutien de sa famille. Mais elle tient aussi à assumer elle-même les besoins de son fils et décroche un emploi de coiffeuse qu'elle occupera pendant un certain temps. Malgré tout, la présence de Colby dans sa vie bien remplie ne l'empêche pas de faire des rencontres. Et il faut bien dire que beaucoup d'hommes se retournent sur cette belle blonde à l'allure de mannequin. L'un d'entre eux parvient à faire chavirer son cœur au début des années 2000. Joseph Anthony Ryan. Malgré un âge plus avancé d'une vingtaine d'années, la magie opère tout de suite, tant avec elle qu'avec Colby. En 2001, le couple s'unit, et Joseph adopte légalement le fils de Lori. Pour la toute première fois, le petit garçon se voit offrir le nom d'un véritable père, présent et aimant. La petite famille semble avoir trouvé l'harmonie. C'est d'ailleurs avec une immense joie qu'ils apprennent la grossesse de Lori juste après le mariage, puis qu'ils accueillent la venue au monde de la petite Tylee Ryan, le 24 septembre 2002. Colby est à présent un grand frère,
Et du haut de ses 6 ans, il prend cette responsabilité très au sérieux. Protecteur, plein d'amour et de tendresse envers sa petite sœur, il noue une relation fusionnelle avec elle, dès ses premiers babillements. De son côté, confiante et pleine d'ambition, Laurie se présente au concours de beauté Miss Texas. Lors de cette compétition qui se déroule en 2004, et durant laquelle s'affrontent uniquement des femmes mariées engagées dans leur communauté, la jeune maman se présente face caméra, comme c'est d'usage. Sur les images que l'on peut encore visionner, elle déclare à quel point il est important à ses yeux d'être à la fois une bonne épouse, une bonne employée, mais aussi une bonne mère de famille. Elle ajoute que c'est un défi difficile à relever, et termine en plaisantant « En gros, je suis une bombe à retardement ». Une touche d'humour qui, à l'époque, déclenche un rire sympathique dans l'auditoire, mais qui glacera le sang de tous ceux qui y repenseront quelques années plus tard, car celle à qui l'on attribuera les terribles meurtres de l'Apocalypse est bel et bien une véritable bombe à retardement, et son compte à rebours funeste est déjà enclenché. Pour l'heure, elle est encore une mère modèle, extrêmement proche de ses 2 enfants, Colby et Tylee. Les téléspectateurs américains l'aperçoivent une seconde fois à travers l'écran de leur télévision, toujours au cours de l'année 2004, lorsqu'elle participe au jeu de la roue de la fortune. En fait, malgré son bonheur apparent, Laurie est à la recherche constante d'attention. Mais selon elle, c'est tout simplement Dieu qui continue à paver son chemin comme il l'a fait depuis sa naissance. Elle confie même à sa famille qu'il se serait adressé à elle quelque temps avant son passage télévisé, pour le lui annoncer. La mère de famille s'en sort d'ailleurs avec l'équivalent de 27 500 $ de gains. Une somme rondelette qui va lui permettre de gâter toute la famille ainsi que son mari, Joseph, qui garde les enfants chez eux lors du tournage. Laurie n'a aucune raison de penser que Colby et Tylee soient en danger auprès de celui qui est respectivement leur père adoptif et biologique. Pourtant, il se pourrait qu'elle se trompe lourdement. Colby, âgé de 7 ans, se sent de plus en plus mal aux côtés de cet homme qu'il ne trouve plus aussi gentil qu'au début. Et pour cause, Joseph perd patience, se montre brutal physiquement. Mais pire que tout, il abuse sexuellement de son fils adoptif. Le petit garçon se montre extrêmement courageux en confiant son mal-être à sa mère. Mal à l'aise, ne sachant pas trop s'il a fait quelque chose de mal, il parle aussi avec ses mots d'enfant des attouchements dont il se dit avoir été victime. Ces faits provoquent une rupture immédiate et irréversible entre Laurie et Joseph, qui divorcent en 2005. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 2 ans plus tard, un personnage central de notre histoire fait son apparition. Vous vous souvenez du fait que Laurie a 2 grands frères? Eh bien l'un d'eux, Alex Cox, tient à obtenir vengeance pour son neveu et agresse Joseph avec un taser, 2 ans plus tard, en 2007. L'incident l'envoie 90 jours en prison et clôt cette affaire. Mais retenez bien son nom, car nous n'avons pas fini de parler de lui. Laurie, elle, ne dit pas grand-chose à son fils Colby, au sujet des abus dont il a été victime. Certes, elle ne le pousse pas à se sentir coupable de quoi que ce soit, ni ne remet ses paroles en doute, mais elle n'agit pas non plus d'une manière rassurante et réconfortante. Elle boucle juste leur valise et part avec ses 2 enfants. Pourtant, ces agressions sont loin de l'avoir laissée indifférente, car en vérité, elle est tellement bouleversée et en colère qu'elle songe très sérieusement à assassiner son ex-conjoint. À ce moment, la seule chose qui parvient à la dissuader d'en arriver à commettre un meurtre, c'est sa foi. C'est pour cette raison qu'elle commence à s'investir de plus en plus dans les activités de l'église mormone, se lançant à cœur perdu dans son culte dédié à Jésus. S'il y a un extrême à choisir pour tenter d'oublier ce qu'il s'est passé, elle préfère largement celui de la religion. Mais cela ne suffit malheureusement pas, et la mère de famille déménage sans cesse, comme si elle ne parvenait plus à trouver un équilibre sain et heureux pour elle et ses enfants. C'est finalement l'Arizona qui lui permettra enfin de commencer un nouveau chapitre plus positif de son histoire. Laurie, qui n'a jamais cessé d'exercer en tant que coiffeuse, trouve facilement un nouvel emploi dans un salon. Là-bas, elle y fait un jour la rencontre de Leland Charles Vallow, que tout le monde appelle Charles. Lorsqu'elle croise le regard de ce bel homme de 17 ans, son aîné, elle sait qu'elle est enfin prête à ouvrir de nouveau son cœur. Et surtout à accepter qu'un autre homme tienne à nouveau une place de père dans la vie de ses enfants. En 2006, elle se marie pour la 4e fois et prend officiellement le nom de Laurie Vallow. 7 ans plus tard, la petite famille s'agrandit une nouvelle fois. Pourtant, celle qui est déjà mère de 2 enfants n'est pas tombée enceinte, puisque ce nouveau venu qui arrive chez les Vallow est âgé d'1 an. Et côtoie déjà tout ce petit monde. Je m'explique. Le garçon qui se nomme Joshua Jackson, ou plus simplement JJ, est le petit-fils de la sœur de Charles, Kay Woodcock. Il est donc son petit-neveu. Cet enfant a bien évidemment des parents, mais il y a un souci de ce côté-là.
Ces derniers sont tous deux des toxicomanes. Sa mère biologique n'a d'ailleurs jamais essayé de se sevrer, bien qu'elle soit enceinte. Et lorsque le bébé est né, il avait déjà de la drogue dans le système sanguin. Ce qui l'a conduit à passer la majeure partie de ses premières semaines de vie en soins intensifs. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les parents biologiques de JJ n'étaient pas en mesure de s'occuper correctement de cet enfant. C'est donc la sœur de Charles, Kay, qui l'a pris en charge aux côtés de son mari pendant près d'1 an. Diagnostiqué autiste pendant cette période, le petit garçon est ensuite confié aux soins de Charles et Lori Vallow, qui acceptent volontiers de l'adopter, certain de pouvoir lui offrir l'attention et les soins dont il a besoin, mais aussi un cadre familial heureux et rempli d'amour, grâce à Colby et Tylee, âgés alors de 17 et 11 ans, et qui adorent littéralement leur nouveau petit frère. Et tout ce petit monde cohabite plutôt bien. Charles est un beau-père extraordinaire avec les enfants, attentionné, soucieux de leur bien-être, il les considère comme les siens et se comporte d'une façon admirable avec eux. En outre, Lori n'est pas en reste, car c'est un mari tendre et respectueux, très loin de lui faire vivre l'enfer d'une relation malsaine. Qui plus est, c'est un homme d'affaires accompli, qui gagne bien sa vie, et grâce à qui aucun membre de cette tribu recomposée ne manque jamais de rien. Mais plus important encore, aux yeux de sa femme, il rejoint sa paroisse, et fait de nombreux efforts pour se montrer à la hauteur sur le plan religieux. En clair, cette idylle est celle dont tout le monde rêverait. Limpide et débordant d'amour. Enfin, ça, c'était vrai les premières années. Sinon, je serais pas en train de vous raconter cette histoire. Et vous le savez, pour qu'elle arrive sur ma chaîne, c'est que... Car tout doucement, le temple et les écrits sacrés commencent à prendre une place de plus en plus importante. Et pas seulement dans l'esprit de Lori. Les posters et les tableaux décoratifs qui ornaient les murs de la maison sont décrochés, au profit de représentations de l'église mormone. Les sujets de conversation de la mère de famille ne tournent bientôt plus qu'autour de cet unique centre d'intérêt, comme une obsession de plus en plus prenante. Mais au sein de l'église, tous sont loin d'approuver cette radicalisation. Car la jolie blonde ne se contente pas de suivre ses préceptes. Elle lit des livres traitant d'expériences surnaturelles controversées, de mort imminente, et écoute de plus en plus de podcasts tenus par des mormons excommuniés. Peu importe. Tout le monde, mais Charles encore plus que les autres, est dorénavant prié de suivre la cadence. Car Lori, qui affirme que des esprits s'adressent régulièrement à elle en qualité d'élu, n'a pas envie d'un mari qui freinerait son ascension spirituelle par manque de conviction. Or, c'est exactement ce qu'elle ressent, et ça commence à creuser un fossé entre les deux amoureux. Charles a beau être un homme exemplaire, il n'est tout simplement pas à la hauteur d'une femme qui est de plus en plus convaincue d'avoir été envoyée par Dieu pour accomplir une mission divine sur Terre. Laquelle ? Elle n'est pas encore capable de répondre à cette question. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'elle va s'en affranchir avec la plus grande dévotion, même si cela implique de semer la mort partout autour d'elle. Le premier message que Dieu transmet à Lori n'est pas encore si terrible que cela. Selon elle, il lui ordonne de déménager à Kauai, une île située dans l'archipel d'Hawaï. Jusque-là, tout va bien. Et Dieu est plutôt cool parce qu'il aurait aussi pu l'envoyer à Mulhouse. JJ, Colby et Tylee se réjouissent à l'idée de visiter cette île paradisiaque et d'embarquer tous ensemble dans cette nouvelle aventure. Charles est aussi de la partie. Plus mesuré, mais pas contre le fait non plus de changer d'air. Et puis, il faut dire que quand Lori décrète que c'est un commandement divin, personne ne peut se mettre en travers de son chemin. Ils iront tous à Kauai, point final. Heureusement, il semblerait que ce choix de déménager sur un coup de tête ne soit pas si mauvais. Kauai réussit à toute la tribu, qui trouve immédiatement son bonheur au pied des palmiers. En compagnie de sa femme, Charles ouvre un bar à smoothie, appelé Juice Island, qu'il gère les 3/4 du temps, tandis que Lori se consacre à ses enfants et à la pratique de son culte. Tylee se fait une nouvelle amie, avec qui elle devient vite inséparable. Très protectrice, elle agit comme une mère avec JJ, que l'on voit toujours dans ses bras ou en train de courir et rire avec elle. Colby, un peu plus âgé, découvre les joies de la vie en bord de mer. La nage, le surf et la douceur des couchers de soleil dans l'air iodé. La famille Vallow n'a jamais été aussi heureuse et aussi proche que pendant les 2 années qu'ils passent à Kauai. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Lori a beau recevoir la visite régulière d'anges de Dieu qui l'embrassent sur la joue et la bénissent, aucun miracle ne permet de sauver le bar à smoothie, qui finit inexorablement par fermer ses portes, faute de bénéfices. Il est l'heure de rentrer en Arizona. Les plus tristes de ce départ sont sans conteste les enfants, qui viennent de passer les plus beaux moments de leur vie sur les plages de l'archipel. De retour sur le sol qu'il a vu naître, la mère de famille reprend sa vie là où elle l'avait laissée. À un détail près, elle commence à dormir de moins en moins longtemps.
À présent, 1 heure par-ci, par-là, ou même une poignée de minutes au milieu de la nuit lui suffisent amplement pour être en forme et assumer son emploi du temps au quotidien. C'était la description d'un fan de True Crime, ça, non? Son secret, les anges de Dieu viennent la réveiller dès qu'elle s'endort, pour lui donner leurs instructions. Bah oui, comme elle se trouve baignée de spiritualité, c'est comme si son corps et son esprit étaient entièrement régénérés. En gros, ces petites visites surnaturelles donnent à Laurie l'impression qu'elle vient de boire 1 litre de café. Ça peut être à la fois pénible et plutôt pratique. Charles essaie sincèrement de comprendre ce qui ressemble de plus en plus à des délires fanatiques. Mais certaines choses le dépassent complètement, ce qui amplifie les tensions déjà existantes. Colby, l'aîné de la fratrie, a la chance de rentrer à l'université au même moment, ce qui lui permet de se tenir un tant soit peu éloigné de cette ambiance pesante, teintée de mysticisme. Peu après cette période, il se marie à son amour de jeunesse, rencontré pendant ses années collège, et part bâtir sa propre vie. C'est précisément après le mariage de son fils que Laurie franchit un nouveau cap, et commence à avoir des discours alarmistes au sujet de la fin du monde. D'ailleurs, elle ne se contente pas d'avertir toute sa famille à longueur de journée que l'apocalypse est pour bientôt. Elle lie le geste à la parole, en accumulant des tonnes de denrées alimentaires non périssables au fond du garage. Ses proches, confus, constatent par eux-mêmes qu'elle est sincèrement terrorisée par cet événement catastrophique censé se produire sous peu. De ses propres mots, la mère de Colby, JJ et Tylee admet que ce sera effroyable. Une peur morbide motive maintenant chacun de ses actes et chacune de ses paroles, comme s'il n'y avait plus que cela qui comptait à ses yeux. En même temps, si on éprouvait la même conviction, peut-être qu'on serait nous aussi en train d'entasser des boîtes de raviolis et des bouteilles d'eau dans les placards. Car c'est bien cela le drame de cette affaire. Laurie est tellement sûre de ses croyances, tellement certaine de communiquer avec Dieu et ses anges, et d'être une sorte d'élu choisi pour accomplir la volonté divine, qu'elle cesse d'utiliser sa propre capacité de réflexion. Et ce n'est pas une question d'intelligence, ni même de religion, mais seulement d'une perte totale de contact avec la réalité, induite par des années de lavage de cerveau que la mère de famille a elle-même nourri. C'est donc à la fin du monde qu'elle se prépare à présent. Une fin imminente et digne des plus grands films catastrophes d'Hollywood. Tout le monde en est témoin. Mais ce dont personne ne peut encore s'apercevoir, c'est que dans l'ombre, ces sentiments fanatiques mêlés à la conviction d'être le bras armé de Dieu sont en train de façonner le pire des monstres. Alex Cox, le grand frère de Laurie qui avait agressé son ex-mari violent à coups de taser, est lui aussi intimement convaincu que tout ce que sa sœur prêche est parole de vérité. Pour cette raison, tous deux partagent un lien encore plus étroit que les autres enfants Cox. C'est ensemble qu'ils écoutent des podcasts traitant de l'apocalypse, se confortant mutuellement dans leur angoisse de ce jour si proche. Ces contenus audio sont gérés par un groupe d'adeptes dont font partie Zulema Pastenes, ainsi qu'une certaine Mélanie Gibb, avec qui Alex et Laurie commencent à se lier d'amitié. D'ailleurs, après avoir officiellement rejoint le groupe, cette dernière se met à son tour à participer au podcast, dans lesquels on ne parle évidemment que de spiritualité et de sentiments d'urgence. Ensemble, ils partent assister à une conférence religieuse donnée à Rexburg, dans l'Idaho, dont le thème est « Préparer un peuple ». Derrière ce meeting aux accents de fin du monde se trouve un homme, Chad Daybell. C'est non seulement le principal intervenant du jour, mais aussi l'auteur de nombreux livres édités par sa propre maison d'édition, et que Laurie dévore dès qu'elle en a l'occasion. Elle a particulièrement hâte de rencontrer cet homme extraordinaire qui, au contraire de son insolent de mari, n'est animé que par la venue prochaine de l'apocalypse, et donne l'impression d'être au sommet de sa spiritualité. Au fond, elle mérite bien plus d'avoir à ses côtés un conjoint tel que Chad Daybell, plutôt que Charles, qui n'a même pas l'air de savoir comment communiquer avec Dieu. En tout cas pour Laurie, une chose est sûre. Cette première rencontre sera loin d'être ordinaire. Et elle ne se trompe pas, car lorsque Chad descend de l'estrade après avoir annoncé la fin du monde pour le 22 juillet 2020, leurs regards se croisent et s'accrochent aussitôt. La mère de famille a presque l'impression qu'une force extérieure la pousse à aller vers l'orateur. Ce cinquantenaire à l'aura indéfinissable et irrésistible que tout le monde observe comme une idole. Elle prend son courage à 2 mains, s'approche du stand derrière lequel Chad est installé pour vendre ses livres au public de la conférence et entame la conversation. Comme elle s'en doutait, le contact est presque irréel, tant il est fluide et limpide. Surtout, elle a enfin l'occasion de parler de sa foi à quelqu'un qui la partage totalement et acquiesce à la fin de chacune de ses phrases. Encore une fois,
C'est Charles qui en prend secrètement pour son grade. Lui ne fait que remettre en question ce qu'elle dit et fait, l'air sceptique et distant, le stock de nourriture dans le garage, la catastrophe planétaire qui s'annonce, les messages divins qu'elle reçoit du Créateur en personne, les visites des anges. Tout cela le laisse au mieux indifférent, alors qu'il se dit croyant tout comme elle. Mais avec Chad Daybell, c'est différent. Il sourit, approuve, comprend, l'encourageant même à faire encore plus pour aider le Seigneur dans son œuvre. Et ça matche tellement fort que Laurie ne peut s'empêcher de penser qu'elle s'est complètement trompée de voie en épousant Charles. Un sentiment qui s'ancre de plus en plus dans son esprit, mais qui va finir par y prendre définitivement place. Au cours de cette conversation, Chad lui confie en effet quelque chose d'incroyable. Tous deux étaient mariés dans une autre vie, et pas qu'une fois ni deux, mais 3 fois en tout, à travers autant de vies antérieures. Pourtant, tout comme Laurie, c'est un homme marié et père de plusieurs enfants. Nul doute que sa femme Tammy aurait sûrement été ravie d'entendre la conversation qui vient d'avoir lieu. Et oui, Chad n'est pas en reste en matière de faits surnaturels. Dans l'un de ses romans que Laurie connaît certainement sur le bout des doigts, il raconte ainsi qu'il a vécu sa première expérience de mort imminente lors d'un plongeon raté dans les falaises de Flaming Gorge, dans l'Utah. D'après ses dires, sa tête heurte alors très violemment un rocher sous l'eau, tandis qu'il est entre la vie et la mort. Inconscient, il prétend recevoir sa première vision du futur. Dès lors, celui qui n'était qu'un simple prédicateur se met à annoncer à tous ceux qui veulent bien l'écouter que l'humanité s'apprête à subir une apocalypse, durant laquelle un seul petit groupe de personnes, jugées dignes, sera sauvé pour participer à la création de la Nouvelle Jérusalem. Chad Daybell n'est plus seulement un homme. C'est un prophète. Il prédit aussi que c'est à Rexburg, la ville où il vit déjà, c'est plus pratique, que Dieu a prévu de rassembler ses ouailles. Tandis que le reste du monde s'embrasera et que la mort frappera toute l'humanité, ceux qui ont été élus seront censés voir d'immenses boucliers se déployer au-dessus de leur tête et les protéger de la destruction. Et merde. Bon, tout ça c'est bien joyeux, mais surtout, ça émoustille énormément Laurie, qui a enfin l'impression de rencontrer son égal sur le plan spirituel. Et même plus que cela, une sorte de réincarnation divine. Pour des centaines de personnes, ce ne sont plus les écrits sacrés des Mormons qui font foi, mais les livres de Chad. Et au bout du compte, il se détache de plus en plus de l'Église, et se place lui-même à la tête d'un nouveau groupe religieux bien plus extrémiste, se basant sur ses seuls dires que tout le monde prend d'office pour parole d'évangile. En réalité, il est bien plus le gourou de sa propre secte qu'autre chose. Mais ce n'est pas la vision de Laurie qui boit chacune de ses paroles et qui prend conscience du fait que le jour du jugement divin est bien plus proche que prévu. Car la Terre n'est peut-être pas encore plongée dans le chaos, mais l'apocalypse a déjà commencé et a frappé au plus près d'elle. Laurie se confie à ce sujet auprès d'une amie de son ancienne paroisse. Et voilà en substance ce qu'elle lui dit au téléphone. Charles, son mari, est déjà mort depuis longtemps. Oui, c'est vrai qu'il a l'air d'être parfaitement en vie, mais ce n'est qu'un leurre. Car celui qui vit dans son enveloppe corporelle s'appelle Ned Schneider. Et c'est un démon qu'il faut à présent tuer. La chasse aux zombies est ouverte. Il serait logique de penser que Laurie va directement s'armer d'un fusil, ou même d'un pieu, on sait pas, pour exécuter son mari zombifié. Mais non. Tout d'abord, elle révèle à celui qu'elle croit être Ned qu'elle connaît la vérité à son sujet, et qu'elle sait qu'il a tué l'homme qu'elle aimait pour usurper son identité. On imagine le visage du pauvre Charles se décomposer littéralement lorsqu'il entend que sa femme le croit mort et hanté par un démon. Pourtant, à ses yeux, c'est la stricte vérité. Elle y croit tellement qu'elle n'éprouve aucune difficulté à se tenir devant lui, avec aplomb, tout en le menaçant de mort. Convaincue qu'elle ne s'adresse déjà plus à celui qu'elle a épousé 13 ans plus tôt. Mais celui-ci ne se pose pas une seconde la question. Il sait qu'il est Charles Vallow, et qu'il n'est pas cette sorte de coquille vide dans laquelle un esprit malin aurait décidé de s'installer. Il prend alors conscience de la gravité de la situation, et surtout de l'état de santé mentale dans lequel se trouve sa femme. Mais comme il la connaît sur le bout des doigts, il sait aussi très bien qu'elle ne vient pas de proférer des menaces en l'air. Si elle lui affirme qu'il est possédé par ce Ned, c'est qu'elle y croit fermement. Aussi horrible soit-il, le constat c'est que Laurie croit légitimement être en droit de l'assassiner. Par ailleurs, il sait mieux que quiconque qu'elle est prête à tout pour jouer un rôle dans la soi-disant mission divine qu'elle s'est auto-attribuée. Si cela veut dire se débarrasser de ce qu'elle pense être une menace, elle n'hésitera pas. Dans un état de peur panique pour sa vie, Charles prévient toute la famille de Laurie qu'elle a perdu la tête. Pour ce faire, il leur envoie à tous un mail groupé expliquant la situation, ainsi que sa vive inquiétude pour la sécurité de leurs enfants, JJ et Tylee. Et s'il ne quitte pas tout de suite le domicile alors que l'affaire semble si grave, c'est parce qu'il est toujours amoureux de sa femme.
et qu'il est convaincu qu'elle a besoin d'aide, et non d'être abandonnée. Malheureusement pour lui, personne ne prend réellement ses dires au sérieux, pensant qu'il s'agit plutôt, comme l'affirme Laurie, d'une banale histoire d'infidélité conjugale qu'il essaierait de faire passer sous silence en l'accusant de tous les maux. La mère de famille est certes un peu extrême dans la pratique de son culte, et beaucoup ne la comprennent pas. Mais qui irait penser que celle qui se montre si aimante avec ses enfants, si patiente et attentionnée envers son mari, pourrait ne serait-ce que songer à leur faire du mal. Pour cette raison, lorsqu'elle intime à ses proches de ne plus adresser la parole à Charles, ils lui font confiance et s'exécutent. Mais au mois de janvier 2019, elle va encore plus loin. Son époux se trouve à Houston, dans le cadre de son travail, et s'apprête à prendre son vol retour pour rentrer chez lui et retrouver Laurie ainsi que les enfants, quand il s'aperçoit que celle-ci a, purement et simplement, annulé son billet d'avion. Un peu plus tard, alors qu'il arrive enfin en Arizona après avoir réservé un second vol, deuxième surprise, sa voiture, un pick-up noir, ne se trouve plus sur le parking de l'aéroport. Laurie a envoyé son frère, Alex Cox, le récupérer avant que Charles ne revienne. Le pauvre homme désemparé parvient tout de même à rentrer chez lui par ses propres moyens. Mais là encore, il ne peut que constater avec stupeur que Laurie a pris soin de faire le ménage. Tous ses effets personnels ont disparu, comme s'il n'avait jamais vécu ici. Ses vêtements, ses affaires de toilette, ses documents administratifs, son ordinateur portable, tout, sans oublier bien sûr l'argent de leur compte bancaire. Charles est furieux, profondément blessé. Mais pire que tout, il pense que ses enfants ne sont plus en sécurité avec leur mère. Justement, Tylee et JJ sont introuvables. Le père de famille ne s'est jamais senti aussi seul et impuissant. Le désespoir au corps, il contacte les services de police qui se déplacent jusqu'à son domicile dans la soirée pour tenter de comprendre ce qu'il se passe. Filmé par la bodycam de l'agent, Charles sort dans la rue à sa rencontre. Sur les images, on le voit agité, nerveux. Et il ne passe pas par 4 chemins pour parler du comportement de sa femme, qu'il estime alors extrêmement préoccupant. Il raconte que Laurie a complètement perdu la tête, qu'elle se prend pour une sorte d'être supérieur envoyé par Dieu, et qu'elle lui a pris toutes ses affaires à son retour de voyage, sa voiture, ses vêtements et tout le reste. Surtout, Charles précise qu'il se fait un sang d'encre pour ses enfants, dont il n'a aucune nouvelle depuis qu'il est rentré. Il n'oublie pas non plus de préciser qu'elle l'a directement menacé de mort en lui crachant ces mots. « Je vais te tuer, tu n'es pas Charles, donc tu ne manqueras à personne. » Des faits qui semblent suffisamment graves pour imaginer que la police entreprenne quelque chose. Mais aucun crime n'ayant été commis, l'agent qui prend en charge la déposition a les mains liées. Laurie étant la mère des enfants, elle a en effet le droit de les emmener où bon lui semble, sans avertir Charles au préalable. Et elle peut même disposer des voitures comme elle le souhaite. À ce stade, la police estime que c'est une querelle de couple, qui va se régler d'elle-même et que tout rentrera dans l'ordre. Il conseille toutefois à la victime supposée d'attendre le lendemain et de les appeler si Laurie réapparaît avec les enfants. Charles n'attend cependant pas qu'elle daigne se montrer et se rend directement à l'école de JJ, où il sait qu'il pourra la trouver à l'heure de l'ouverture. Ce qui est effectivement le cas. Il s'empare alors de son sac à main ainsi que de ses clés de voiture pour l'empêcher de fuir à nouveau et rappelle la police. Seulement voilà, au poste, la mère de famille présente la situation sous un tout autre jour. C'est elle qui va gagner les faveurs de son auditoire en se faisant passer pour une victime d'adultère et en appuyant le fait que son mari lui a subtilisé son sac à main contenant tous ses papiers et ses cartes de crédit le matin même. Elle justifie sa disparition de la veille avec les enfants par le fait qu'elle craignait la réaction de Charles, prétextant qu'elle venait de le mettre face à ses tromperies. Et force est de constater que tous ces mensonges marchent bien. Les policiers plaisantent avec elle et se rangent clairement du côté de cette femme qui ne représente, selon leurs propres termes, aucun danger pour personne. D'autant plus que, pour noyer le poisson, elle va se présenter d'elle-même à la clinique psychiatrique où Charles avait l'intention de la faire hospitaliser. Sur place, elle passe un examen qui ne révèle rien d'anormal, ce qui conforte toute sa famille, ses proches, ainsi que les forces de l'ordre dans le fait que le seul qui a grillé un neurone, c'est bien son mari. Pourtant, tous se trompent, car Charles n'a effectivement plus que quelques mois à vivre. Désormais séparé de son ex-femme, le père dévoué de JJ et Tylee découvre plusieurs éléments prouvant que c'était lui, le mari trompé. Et qui d'autre que Chad, auprès de qui il nourrissait déjà de forts soupçons, pour jouer le rôle de l'amant. Il n'a toutefois pas l'intention d'en rester là. Même si de son côté la situation est très claire, il se dit que Tammy, qui est encore la femme du guide spirituel adulé par Laurie, a le droit de connaître la vérité, mais son erreur va être d'informer Chad de son intention de dévoiler le poteau rose. Épaulé par Adam, l'un des frères de Laurie qui croit en sa version, Charles réfléchit à un plan pour obtenir des aveux de son ex-femme.
ou bien une preuve en image de sa liaison. Quelque temps plus tard, Laurie et son frère, Alex, échangent ces SMS. Laurie: reste près de moi les prochains jours. Il prépare une intervention. La situation devient critique. C'est lié au départ de Ned. J'espère aujourd'hui ou demain. Alex: débarrassons-nous de Ned. Ned, autrement dit Ned Schneider, le démon supposé avoir pris possession du corps de Charles. Le 11 juillet 2019, Charles se rend chez son ex-femme, Laurie, pour récupérer JJ afin de l'emmener à l'école. Mais à la place de son garçon, c'est Alex Cox qui l'attend, armé d'un pistolet. Il abat son ex-beau-frère de 2 balles. La première l'atteint au niveau de la colonne vertébrale, et l'autre traverse le cœur. Il s'écroule au second tir, mort sur le coup. L'enquête ouverte suite à ce meurtre détermine tout d'abord que le coupable a agi en état de légitime défense, dans un contexte de tension familiale. Selon Alex, Charles se serait montré agressif et menaçant, mais des années plus tard, lors d'un réexamen des faits, il sera prouvé sans le moindre doute que Laurie et Alex avaient bel et bien planifié cette exécution, et que le second coup de feu a été tiré lorsque Charles était déjà à terre. De plus, Alex a attendu 45 minutes avant d'appeler les secours, et n'a jamais tenté aucune réanimation cardiaque, contrairement à ses dires. En attendant, toutes les preuves pointent vers un cas de légitime défense, et ni Alex, ni Laurie ne voient l'ombre d'un barreau de prison. La veuve, loin d'être éplorée, contacte les proches de son défunt mari, pour leur annoncer la terrible nouvelle. Sauf qu'elle raconte un peu ce qu'elle veut, et qu'il finit par y avoir un peu trop de versions de la mort de Charles. En tout cas, que ce soit une crise cardiaque, une maladie ou qu'il ait décidé de sauter la vie, c'est toujours très différent d'une mort par balle. Son fils, Colby, qui considérait la victime comme son propre père, a cru pendant de longues heures qu'il était mort à la suite d'un arrêt cardiaque, avant que sa sœur, Tylee, ne lui révèle l'horrible vérité, sans imaginer que Laurie lui avait donné une toute autre information. Dès qu'il apprend la vérité, Colby a l'impression de recevoir un second coup dans l'estomac. La stupéfaction et l'incompréhension s'ajoutent à présent au choc de la perte de Charles. Il est complètement déboussolé, mais sa mère n'apporte aucune réponse à ses questions. Pourquoi a-t-elle menti ? C'est un mystère. Peut-être était-elle trop bouleversée d'avoir perdu l'homme qui avait partagé sa vie pendant de si longues années et élevé ses enfants à ses côtés. C'est d'ailleurs aussi certainement le choc qui lui brouille complètement le cerveau et qui explique pourquoi elle apparaît tout sourire devant la bodycam du policier quelques minutes après l'arrivée des secours à son domicile, et alors qu'elle venait de déposer JJ à l'école. Enfin, heureusement, Laurie n'a pas à s'en faire pour l'avenir de Tylee et JJ, ni même pour le sien, car son mari avait souscrit une assurance décès d'un montant d'1 million de dollars, une somme dont elle aura bien besoin pour surmonter sa peine. 4 jours. C'est le très court laps de temps qu'elle laisse s'écouler avant de se précipiter sur son téléphone et de réclamer la somme à l'assurance. Mais quelques semaines avant son meurtre, Charles lui a laissé une petite surprise à laquelle elle était très loin de s'attendre. Il a désigné un nouveau bénéficiaire, sa sœur, qui est aussi la grand-mère de JJ, Kay Woodcock. Laurie informe aussitôt Chad, son amant, du fait qu'ils ne toucheront pas 1 centime de la petite fortune de l'ex-mari. Ils échangent quelques SMS à ce sujet, dans lequel on ressent une forme certaine d'amertume et une accusation claire envers Kay Woodcock, qu'il pense responsable de ce changement de dernière minute. À moins que ce soit Ned, l'entité démoniaque, qui ait décidé de mettre des bâtons dans les roues du couple illégitime. Il est important de noter que Laurie va toutefois percevoir 4 000 $ mensuels de prestations sociales censées être utilisées pour l'éducation et le bien-être de JJ. Une sorte de rente de compensation qui s'applique parfois dans le cas de la perte d'un parent. Cet événement tragique n'est de toute façon que le point de départ d'une longue descente aux enfers pour les proches de Laurie et de Charles. 1 mois plus tard, il est suivi d'un départ précipité de la mère de famille et de ses 2 enfants pour un endroit mystérieux dont elle ne parle à personne. Âgée de 16 ans, Tylee est dévastée et ne cesse de pleurer à l'idée de s'éloigner de ses grands-parents, et surtout de son grand frère adoré Colby. Mais elle non plus ne peut donner aucun détail sur sa destination. Il semblerait que sa mère ait réussi à lui insuffler la peur vorace que des esprits maléfiques en ont après eux. La rupture est douloureuse pour tout le monde, sauf pour Laurie, qui vend sans scrupule le chien d'assistance de JJ, plie bagages et part aux aurores avec les enfants. Leur destination secrète, et vous l'avez peut-être vu venir, n'est autre que Rexburg, dans l'Idaho, la nouvelle Jérusalem autoproclamée par son Chad Daybell. Personne n'imagine alors que très bientôt, JJ et Tylee vont complètement disparaître des radars et que le pays tout entier va lancer l'une des plus vastes opérations de recherche jamais orchestrées pour les retrouver.
Nous sommes à présent en septembre 2019. Voilà déjà un mois que Lori a rejoint son amant dans l'Idaho, où elle a tourné la page de son ancienne vie. Alex, son frère, qui la suit désormais comme son ombre, emménage lui aussi dans le nord-ouest des États-Unis, dans le même complexe résidentiel qu'elle. Et ce n'est pas pour rien, car il a été officiellement nommé guerrier protecteur par Lori et Chad. Autrement dit, tueur à la demande. Malheureusement, les enfants se retrouvent en plein milieu de toute cette paranoïa délirante. Ils semblent toutefois suivre leur bout de chemin sans trop d'encombre. JJ tente de s'épanouir et de grandir comme il le peut sans son chien. Et Tylee se fait de nouveaux amis après avoir fait sa rentrée à l'université Brigham Young. C'est en tout cas ce que la mère de famille affirme à Colby au téléphone, lorsque celui-ci se plaint de n'avoir aucune nouvelle de sa petite sœur. Enfin, ce n'est pas tout à fait juste, car le jeune homme parvient bien à communiquer avec elle par texto. Mais les messages qu'il reçoit sont étranges et écrits d'une façon qui ne lui ressemble pas. Mais ce qui met vraiment la puce à l'oreille de Colby, c'est le fait que Tylee refuse obstinément de l'appeler, alors qu'elle était pourtant si proche de lui auparavant. Il y a bien de longues semaines maintenant qu'il n'a pas entendu le son de sa voix. Et vu la façon dont s'est produit leur départ, il serait rassuré de pouvoir lui parler, ne serait-ce que quelques minutes. Seulement Tylee n'appelle pas, et ne décroche pas non plus son téléphone. Les mails que Charles envoyait à toute la famille au sujet de son inquiétude pour les enfants se remettent à planer au-dessus de la tête de Colby et de sa compagne. Ces mêmes mails qu'il ne prenait plus la peine de lire, estimant que le couple lavait son linge sale en public et qu'ils n'étaient pas censés mettre leur nez là-dedans. Mais à présent qu'un silence oppressant entoure les enfants, il décide de s'intéresser de plus près au message d'alerte de l'ex-mari de Lori. Dans l'un de ses courriers, il découvre que Charles avait mis la main sur un document rédigé par Lori elle-même, un genre de liste dans laquelle elle avait inscrit tout un tas de noms et de prénoms, associés à une classe d'esprit, lumineux ou maléfique, allant du niveau 1 à 4. Lorsque Colby et son épouse tombent sur leur propre nom, leur sang se glace. Cette dernière est placée dans la colonne « Esprit maléfique » de niveau 3. Et apprendre qu'on fait partie du camp des méchants, ce n'est certainement pas une bonne nouvelle au vu de l'apocalypse en approche. Le regard affolé du jeune couple continue de suivre la liste cauchemardesque. Charles Vallow, Esprit maléfique de niveau 3. Joseph Ryan, le père biologique de Tylee que Colby avait à l'époque accusé d'agression sexuelle. Esprit maléfique, de niveau 4. JJ Vallow, qui pour rappel n'a que 7 ans. Esprit maléfique, de niveau 3. Tylee Ryan, esprit maléfique, de niveau 4. Lori considère donc que ses propres enfants sont habités par les démons. Vous allez sûrement me demander d'où sort ce système de notation, tout ce qu'il y a de plus normal, n'est-ce pas? Eh bien, il arrive directement de l'esprit dérangé de Chad, l'amant de Lori, qui se pense l'égal de Dieu et estime être en droit de juger tout le monde, en fonction de sa clarté ou de son obscurité. Et d'après lui, il n'y a aucun doute, un esprit mauvais du nom d'Hilary a pris possession du corps de Tylee. Le 8 septembre 2019, l'adolescente heureuse et insouciante profite d'une sortie au parc national de Yellowstone, accompagnée de son petit frère JJ et de son oncle Alex, le bras armé de sa mère. C'est la dernière fois qu'elle est aperçue en vie. 2 semaines plus tard, le 22 septembre, c'est au tour du petit garçon de 7 ans de disparaître aussi soudainement qu'un battement de cils. Du jour au lendemain, il ne se présente plus à l'école primaire Kennedy de Rexburg, sa mère prétextant qu'elle fera dorénavant l'école à la maison. Mais plus personne ne l'aperçoit dans le quartier où il est censé vivre avec sa famille. Et pour cause. Considérés comme des zombies démoniaques, les enfants de Lori sont devenus des obstacles sur le chemin de la mission divine dont Lori se croit investie. Pour elle, ce ne sont plus ses enfants, ce sont des ennemis, qu'il faut éliminer tout comme les 20 000 autres zombies qui se cachent à travers la surface du globe. Mais pour le moment, personne ne sait ce qu'il advient de Tylee et JJ. Les amants qu'on peut ironiquement qualifier de diaboliques ne chôment pas cet automne-là. Moins d'1 mois après la disparition étrange et brutale de Tylee et JJ, ils découvrent qu'une autre personne de leur entourage proche a rejoint la liste des zombies, ou plutôt des Z comme ils les appellent. Il ne s'agit ni d'Alex, ni de Melanie Gibb, l'amie de Lori, ni même de Colby, son fils aîné. Mais c'est une personne dont le décès prématuré pourrait bien faire les petites affaires des 2 amoureux secrets. La femme de Chad, Tammy, dont un démon de niveau 3, nommé Viola,
se serait emparé du corps. Et non, on n'est pas dans un jeu vidéo, mais bien dans la réalité. Quoi qu'il en soit, ce cas de zombification soudain tombe plutôt bien, car avec la mort de Tammy, Chad et Lori auraient enfin le champ libre et pourraient vivre leur amour au plus grand jour, même si je doute que l'existence de leurs conjoints respectifs les ait dérangés à un moment donné. Toujours est-il que le 9 octobre 2019, Tammy est victime d'une agression à son domicile. Un homme dont le visage est couvert par un masque de ski se présente à sa porte et tente de lui tirer dessus, mais l'arme s'enraye, lui sauvant ainsi la vie par miracle. La cible de Chad et Lori n'aura cependant pas 2 fois cette chance. 10 jours après cette première tentative de meurtre, celle qui aurait bientôt fêté ses 50 ans est retrouvée sans vie au domicile qu'elle partage avec Chad. À cause du refus de ce dernier de faire pratiquer une autopsie, cette mère de 5 enfants est déclarée morte de cause naturelle, alors qu'elle était pourtant en parfaite santé, et s'entraînait même à courir une course d'endurance. Comme dans le cas de l'assassinat de Charles, il faudra attendre plusieurs mois avant que les premiers soupçons ne se portent sur le couple d'amants, et que l'exhumation de son corps ne révèle la triste vérité. Une mort par asphyxie. Cette nouvelle disparition, qui n'alerte encore personne, est d'autant plus troublante lorsque l'on se souvient que Lori avait dû faire une croix sur l'assurance décès d'1 million de dollars de son ex-mari, et que Chad vient de toucher 400 000 dollars du contrat d'assurance décès de sa femme. De quoi financer les préparatifs de la fin du monde sans trop s'inquiéter. Et si, trop occupés à leur nouveau bonheur, Chad et Lori ne pensent plus à Tylee et JJ, il y a d'autres personnes qui n'oublient pas le silence des enfants et qui vont commencer à remuer ciel et terre pour tenter de savoir où ils se trouvent. Ce sont Kai et Larry Woodcock, les grands-parents biologiques de JJ, qui ouvrent le bal. Ceux-ci n'ont de cesse d'essayer de contacter Lori pour prendre des nouvelles de leur petit-fils, qu'ils n'ont pas vu depuis 2 mois. Mais la mère fait la sourde oreille et éteint son portable, ce qui n'est effectivement pas très rassurant. Et oui, si tout va bien, pourquoi ne pas répondre et demander au petit garçon de faire coucou au téléphone, histoire de calmer les angoisses de tout le monde et d'en rester là. Ce comportement bizarre convainc Kay et Larry, mais aussi Colby et sa femme, que Lori leur cache quelque chose au sujet des enfants. La grand-mère de JJ, impuissante et terriblement inquiète, finit donc par contacter les forces de l'ordre pour leur exposer la situation. Le seul problème, c'est que Lori est partie sans donner d'adresse à qui que ce soit. Donc tout ce que sait la famille, c'est ce qu'a bien voulu leur révéler Tylee au moment du déménagement, qu'ils allaient dans un endroit froid. Avec ça, autant dire que les policiers vont pouvoir chercher pendant un bon bout de temps. Heureusement, Kai parvient à dénicher l'adresse si précieusement gardée, en fouillant les mails de son défunt frère, Charles. Car début octobre, Lori a passé commande sur Internet pour une alliance. Et ce, en empruntant l'identité de son mari décédé 3 mois plus tôt. C'est assez étrange, c'est sûr, mais pour le moment, les policiers se concentrent sur la recherche du petit garçon. Ils se rendent sans attendre à Rexburg et frappent à la porte de Lori au milieu de la soirée. C'est Alex qui ouvre aux agents en uniforme, étonné de leur présence. Mais il n'est pas seul, car Chad aussi est présent à ses côtés. Lorsque l'un des policiers demande où se trouve JJ et s'il va bien, celui-ci affirme qu'il va on ne peut mieux, et qu'il passe de très bons moments chez sa grand-mère Kai, en ce moment même. Mauvaise réponse. Chad n'étant pas censé savoir que c'est justement Kai qui a alerté la police, il vient d'être pris en flagrant délit de mensonge. C'est suffisant aux yeux des agents pour demander du renfort et insister pour voir Lori. Et finalement, elle est aussi soumise à la même question. Où est son fils JJ? Manque de chance, elle ne s'est pas très bien concertée avec Chad, car elle soutient quant à elle que JJ se trouve chez son amie en Arizona, Melanie Gibb. Mais la jeune femme, prévenue par Lori, laisse son téléphone sonner dans le vide lorsque les policiers tentent de la joindre. Lorsqu'une perquisition est finalement ordonnée à l'appartement de Lori, il est déjà trop tard. Elle, son frère et Chad ont tous 3 quitté les lieux. Et rien ne semble indiquer que Tylee ou JJ aient vécu ici. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte pour retrouver les enfants. Très vite, tout l'État de l'Idaho, puis le pays, s'émeuvent du sort de l'adolescente et de son petit frère de 7 ans. Les journaux télévisés s'emparent de l'affaire, et tous ont la même question en toile de fond. Où sont les enfants? On interpelle leur mère, Lori, sur tous les réseaux sociaux, espérant qu'elle ou Chad finiront par réagir et répondre aux inquiétudes de la nation tout entière. Mais les jours s'écoulent et, malgré les immenses affiches placées aux abords des grandes routes et les récompenses en milliers de dollars promises pour toute information, rien n'avance. Et tandis que des milliers de personnes se mobilisent, un journaliste croise le couple que tout le monde cherche à Kauai, fraîchement marié, et parti fêter sa lune de miel 17 jours seulement après la mort de Tammy. Les images de Chad et Lori, à qui le journaliste essaie tant bien que mal de soutirer des informations sur les enfants,
inonde alors Internet et les réseaux sociaux. Et ce qu'on voit surtout, c'est que ni Tylee ni JJ ne sont présents aux côtés de leur mère. Les autorités décident de leur laisser jusqu'au jeudi suivant pour présenter les enfants à la police. Ce que Lori ne fera pas. En même temps, il faut dire que Chad et elle étaient très occupés à vivre leur meilleure vie sous les palmiers et à danser en robe et tongs au bord de l'eau. La mère de famille est donc placée en état d'arrestation et extradée dans l'Idaho où, cette fois-ci, elle aura du mal à se défiler. Chad la suit, malgré de forts soupçons qui pèsent aussi sur lui après l'exhumation du corps de Tammy, ainsi que son autopsie. Car les ecchymoses encore présentes sur son corps témoignent du fait qu'elle a été maintenue au sol pour être étouffée. Alex, le frère et défenseur spirituel de Lori, s'apprête en outre à subir un interrogatoire duquel on espère tirer beaucoup de renseignements. Mais les policiers vont devoir faire face à un terrible coup du sort. Alex Cox est retrouvé raide mort dans son appartement avant qu'on ait pu lui demander quoi que ce soit. L'autopsie, à laquelle personne ne pourra cette fois-ci s'opposer, révèle que c'est une thromboembolie pulmonaire, soit un caillot de sang bloquant la circulation vers ses poumons, qui a eu raison de lui. Une maladie largement présente dans sa famille et héréditaire. Certes, Alex n'a pas été assassiné, mais le timing est on ne peut plus dramatique pour les enquêteurs. Ils misaient beaucoup sur celui qu'ils estimaient déjà être un tueur sur commande, exercé à obéir aux ordres de ceux qui se définissaient comme des êtres spirituels supérieurs. Lori et Chad. Cependant, s'il ne peut plus parler, le téléphone portable du tueur va énormément aider la police dans la suite de l'affaire. Et c'est une véritable histoire d'horreur qu'il s'apprête à raconter. En effet, le téléphone du frère de Lori borne à un endroit très précis pendant 2 heures, le lendemain de la dernière fois où Tylee a été aperçue vivante, dans le jardin de Chad Daybell. Plus précisément la partie du terrain dans laquelle il a aménagé un cimetière pour ses animaux de compagnie. Auraient-ils pu être lâchement assassinés eux aussi ? Au début du mois de juin 2020, plusieurs équipes de police se rendent sur les lieux pour fouiller la propriété. Ils retourneront chaque centimètre carré de terre s'il le faut, mais ils en auront le cœur net. Ils auraient toutefois préféré ne rien trouver d'autre que des ossements d'animaux. Et pourtant, sous une motte de terre, se trouvent les restes démembrés et les os fracturés et calcinés de Tylee, 16 ans. Sa tête a été détachée de son corps et est retrouvée un peu plus loin, dans un seau en plastique qui a fondu sous les flammes. Dans une autre zone du terrain, sous un grand arbre, une seconde fosse est mise à jour. C'est au tour du petit corps sans vie de JJ d'être sorti de terre. Lui n'a pas été démembré, mais on a enroulé plusieurs couches de ruban adhésif de son menton à son front et placé un sac plastique sur sa tête pour l'étouffer. Les enquêteurs, horrifiés et submergés par l'émotion, observent un instant le corps du petit garçon dans son pyjama rouge, incapable d'articuler quoi que ce soit. À l'annonce de la triste nouvelle, une onde de choc mortifie la population américaine, qui s'était prise de tendresse pour ses 2 enfants, et qui avait prié et espéré pendant de longs mois qu'on les retrouve sains et saufs. Toute leur colère se tourne alors vers les 2 seuls coupables, Lori et Chad Daybell. Lors de l'enquête, de l'ADN de Tylee est retrouvé sur une pioche et une pelle, saisie dans la maison du gourou. Le corps est trop endommagé pour que l'on puisse déterminer précisément les causes de sa mort. Mais cela laisse imaginer l'atrocité de ces derniers instants. Plus important encore, une autre preuve lie directement Lori à la scène de crime concernant son fils JJ, car une mèche de ses cheveux blonds a été retrouvée prise dans le ruban adhésif avec lequel le petit garçon a été asphyxié. En plus, les empreintes digitales d'Alex sont présentes un peu partout sur le sac plastique et le ruban adhésif. Le 25 mai 2021, Chad et Lori se voient inculpés de complot en vue de commettre un meurtre au premier degré, pour la mort de Tylee, JJ, mais aussi Tammy. La mère de famille est également accusée de vol qualifié aux prestations sociales. Et Chad, fraude à l'assurance concernant la police d'assurance décès de sa femme, Tammy. Entre les témoignages des anciens amis, des paroissiens, des familles, mais aussi les nombreux textos, échanges téléphoniques, mails et autres, les preuves à charge sont tellement nombreuses qu'on pourrait facilement en refaire une vidéo d'1 heure. Les amants diaboliques vont devoir répondre de leurs actes, et ils ne pourront pas se cacher derrière leur fanatisme religieux pour justifier de telles atrocités. Les procureurs soutiennent en effet que toutes ces histoires de zombies et d'entités démoniaques ne sont qu'une façade, et que la réelle motivation derrière tous ces meurtres n'est pas à chercher très loin. L'argent. Ils en veulent pour preuve que Tylee, tout comme son petit frère JJ, percevaient des prestations de la sécurité sociale à cause de la perte de leur père. Une rente non négligeable que Lori ne concevait pas de partager avec eux. Pour le meurtre de Charles, une énorme somme d'argent était là aussi en jeu.
De même, en ce qui concerne Tammy, Chad et Lori plaident tous deux non coupables des charges qui pèsent contre eux. Mais au cours du mois de mai 2023, la mère de famille est reconnue coupable de toutes les accusations portées à son encontre. Elle écope de 3 peines de prison à perpétuité pour les meurtres de ses enfants, ainsi que des complots en vue de commettre les meurtres de Tammy et de Charles. Sa seule déclaration sera celle-ci. Jésus-Christ sait que personne n'a été assassiné dans cette affaire. Elle termine son discours sur la même note en affirmant que Tylee, JJ et Tammy sont heureux et extrêmement occupés au ciel, ce qui ne fait qu'accentuer la peine des familles présentes, évidemment. Chad, quant à lui, est jugé plus sévèrement et condamné à la peine capitale. Il se trouve actuellement dans le couloir de la mort, attendant son exécution. La fin du monde n'a finalement pas eu lieu, et aucune horde de zombies démoniaques ne s'est attaquée à l'humanité. En revanche, la vie de nombreuses personnes est détruite à tout jamais. Et la Terre s'est bien arrêtée de tourner pour ceux qui, comme Colby, le premier fils de Lori, se lèvent chaque matin avec le sentiment atroce d'avoir perdu ce qu'ils avaient de plus cher. Voici pour cette affaire complètement folle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez zombie en commentaire. Merci d'être toujours présent sous les vidéos. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire. C'est juste là et à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.